Merci beaucoup. Merci Monsieur Michel Petit, président du conseil d'administration de l'Institut océanographique. Si vous me permettez, comme c'est la première conférence du cycle, je voudrais remercier quelques personnes qui sont présentes dans la salle ici. Donc en tout premier lieu, Monsieur Michel Petit, et à travers lui, l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'Institut océanographique, qui nous donnent la direction et un constant soutien pour mettre en œuvre les programmes et les stratégies qu'ils ont arrêtés. Vraiment, c'est une grande chance pour un directeur général, pour une direction, il y a plusieurs directeurs dans l'amphithéâtre, de pouvoir bénéficier d'une direction et d'un soutien aussi complet du conseil d'administration. Je souhaite saluer et remercier également le président honoraire de l'Institut océanographique, M. Jean Chapon, qui a présidé ce conseil d'administration pendant de nombreuses années. Il y a également dans la salle un ancien directeur général, Jean-Didier Blanchet. Mais je voudrais aussi remercier, si vous me le permettez, de nombreux partenaires qui sont dans l'amphithéâtre et qui participe avec l'Institut océanographique à cette mission noble de protection des requins. Nous en parlerons ce soir et tout au long de l'année, mais d'une façon générale de la protection de l'environnement. Je vais certainement en oublier, je vous prie de m'en excuser, mais je note ici d'éminents scientifiques qui sont venus assister à cette conférence et ça me fait chaud au cœur, cet intérêt pour les missions de l'Institut océanographique. Je voudrais signaler la Fondation Prince Albert II, une fondation qui a été créée par le prince Albert II, donc le prince souverain et régnant de Monaco, l'arrière-petit-fils du prince Albert Ier que nous voyons là-haut et qui a créé ce magnifique institut océanographique et cette maison des océans et cet amphithéâtre pour justement participer à la médiation des informations pertinentes qui concernent les océans. Mais je voudrais aussi remercier, je vois des collègues de France Nature Environnement, je vois des collègues de Shark Angel, je vois des collègues de Shark Alliance, donc tous ces gens qui participent à cette mission, avec lesquels nous échangeons des informations et que je voudrais remercier. Alors, je ne vais pas faire du suspense. Voilà le message que ce soir je vais vous faire passer. Si au bout de l'heure qu'on va passer ensemble, j'arrive à vous convaincre que les requins ne sont, 1, pas si menaçants, 2, qu'ils sont par contre fragiles et menacés, et 3, que c'est ennuyeux parce qu'ils sont utiles, voire indispensables à l'équilibre de nos océans, je pense que j'aurais fait mon travail. Donc s'il y en a qui sont pressés, je sais, il y en a déjà quelques-uns qui m'ont dit qu'ils devraient partir. Voilà, vous avez le message et l'essentiel est là. Alors, aujourd'hui, pourquoi parler des requins ? Ah, vous allez me dire, facile. Les requins, c'est sûr que ça fascine. Mais ce n'est pas que pour ça. C'est bien sûr aussi un peu pour ça, autant choisir un sujet intéressant, mais il y a en 2010, à l'occasion du centenaire du musée océanographique, le prince Albert II m'a demandé, et avait demandé au président Petit, de mettre en œuvre quelque chose que nous appelons la Monaco Blue Initiative. Alors la Monaco Blue Initiative, c'est une petite réunion. Il y a 50, 60 personnes, grand maximum, on la limite, il y a tout le temps beaucoup de gens qui veulent venir, mais on dit non, on ne fait pas que des amis. Et le but, c'est de mettre 15 hommes politiques, souvent il y a des chefs d'État, des ministres, donc de très haut niveau, de mettre 15 chefs d'entreprise, de mettre 15 scientifiques de très haut niveau, de mettre des représentants des ONG et des médias, pour que tous ensemble, on parle des problèmes des océans. Et ce type de réunion, aussi surprenant que cela peut paraître, n'existait pas avant 2010 et je peux vous indiquer que la discussion elle est particulièrement fructueuse.
Donc dès la première réunion, nous avons en fait identifié 2 sujets majeurs pour l'avenir des océans. Un, c'est ces super ou métaprédateurs, et en particulier les requins sont les représentants de cette catégorie, mais on peut trouver aussi les thons, par exemple. Peut-être certains d'entre vous connaissent le combat du prince Albert II pour la protection des thons. La Fondation Prince Albert II est particulièrement impliquée dans ce combat. Et le deuxième sujet étant les grandes profondeurs marines, les grands fonds. J'ai vu quelques fidèles qui sont venus l'an dernier. Donc l'an dernier, nous avons eu une dizaine de conférences sur le caractère un peu inconnu, extraordinaire et également fragile de ces grands fonds. Donc la Monaco Blue Initiative a vraiment identifié la question des requins, non pas comme une question anecdotique, comme une question un peu fascinante, mais vraiment comme une question extrêmement importante pour l'équilibre des requins. On rentrera un peu plus dans le sujet. Alors, je vais commencer, là j'ai déjà beaucoup parlé, et je vois quelques-uns d'entre vous qui disent quand est-ce qu'on voit des requins. Donc, maintenant, voilà, alors là on a l'archétype du requin, hein, c'est le requin pélagique, des requins bordés ici, que nous voyons, donc qui nagent en pleine eau, qui nagent constamment parce qu'ils ont besoin de nager pour respirer en fait, sinon ils ne savent pas faire passer l'eau sur leur branchie. Voilà ce balai un peu fascinant. Ah, le fameux Jaws, le grand requin blanc qui fascine et qui effraie en même temps. Le requin tigre, une tête impressionnante, hein? Bon, voilà l'image classique du requin. Et avec ces images, notre culture, le cinéma, les peintres en ont toujours rajouté. Alors vous avez ici un tableau de John Singleton Copley, XVIIIe siècle, qui peint l'attaque par un requin, vous voyez sa gueule ici, qui attaque un jeune matelot qui était parti se baigner dans le port de La Havane, en l'occurrence, et une expédition héroïque pour aller sauver ce matelot. Donc vous voyez, à droite, vous avez une image de Jaws, les dents de la mer, certains l'auront reconnu. C'est vrai que Jaws a particulièrement marqué les esprits, et pour ceux qui ont plus de 35 ans, c'est quelque chose dont je pense tout le monde se souvient, mais ce sentiment d'effroi, de crainte, c'est quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Alors, les requins, effectivement, dans nos civilisations occidentales, sont craints, ils effraient. Il faut savoir que dans d'autres civilisations, des civilisations aborigènes, on en trouve notamment au Pacifique. Vous avez à droite un aborigène de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où le requin est un animal qui est vénéré. C'est souvent un dieu. À gauche, vous avez le dessin d'une œuvre d'art qui n'existe pas encore et qui, j'espère, existera dans le cadre d'une exposition que nous préparons au Musée océanographique de Monaco. Cette œuvre s'appelle Moutouk et elle est elle sera réalisée par un artiste qui s'appelle Denis Nona. Denis Nona, c'est un artiste aborigène australienne des îles du détroit de Torres. Le détroit de Torres est entre le Cape York, au nord-est de l'Australie, tout au nord-est de l'Australie, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on a là tout un chapelet d'îles qui sont d'ailleurs menacées par le changement climatique et par la montée des océans, et qui ont, depuis des millénaires, vécu en symbiose avec les océans. Et le requin est un animal qui est vénéré, qui est craint bien sûr, mais qui est respecté. À droite, vous avez un indigène qui fait ce qu'ils appellent le shark collar.
C'est-à-dire qu'ils font du bruit avec des calebasses pour faire venir les requins. Et c'est un site initiatique d'attraper, de tuer un requin à la main pour les jeunes adolescents. Alors, toute cette pratique de pêche indigène, de pêche locale, bien entendu, elle est très bonne. Ce n'est pas ça qui menace les requins. Donc, on le voit, des sociétés qui ont une approche différente du requin. Alors, chez nous, on a essayé de comprendre, mais pourquoi avons-nous aussi peur du requin? On le verra tout à l'heure avec des chiffres précis. Les décès par attaque de requin, ça représente beaucoup moins que 10 personnes par an en moyenne. C'est donc totalement anecdotique par rapport aux décès provoqués par toute une série d'autres animaux. C'est quasiment un des animaux les moins dangereux au monde, même si c'est un des plus puissants. Pourquoi cette peur? Là, des sociologues, des philosophes ont travaillé, et ce requin, il y a, je pense, au moins 2 raisons principales à cette peur, à cette crainte ancestrale du requin. D'une part, l'homme est réduit au rang de gibier. Le requin, en quelque sorte, attaque l'homme, on pourrait dire pour manger. On verra plus tard que ce n'est pas tout à fait exact. Et puis, ce requin qui vient d'en dessous. La chasse du requin blanc, il est en dessous, il arrive à toute allure, on ne le voit pas venir et il vient d'en dessous. Alors en dessous, c'est les enfers, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on craint. Et ces 2 phénomènes font que le requin est vraiment un animal particulier. Nous n'avons pas aussi peur des lions ou des tigres, et le requin hante l'inconscient populaire. Alors, attention, quand je vous dis qu'il y a très peu de décès provoqués par les requins, c'est à la fois vrai, mais mon message serait tout à fait inexact si je vous disais que c'était des gentils toutous et qu'ils étaient totalement inoffensifs. Non, c'est des super prédateurs fascinants, c'est des vraies bêtes à chasser. On va voir tout à l'heure un peu les différents sens qu'ils ont, mais ce requin blanc est capable de propulser ses 2 tonnes à 5 mètres au-dessus de l'eau pour aller attaquer une otarie. C'est vraiment fascinant. J'ai été plongé avec ces bestioles-là. Je vous avoue que quand elles passent à côté d'elles, vous sentez que si vous les ennuyez un petit peu, elles peuvent vous croquer tout cru. Alors, pourquoi et comment est équipé ce super prédateur, cet avion de chasse? D'ailleurs, souvent, les avions de chasse, dans le cours de la Seconde Guerre mondiale, il les déguisait, il les peignait en requins. Alors, quand au loin, à quelques kilomètres, le premier sens que le requin utilise, c'est l'audition. Et le requin écoute les bruits de la mer, les sons se propagent très bien dans les océans, en particulier les sons très graves. Vous avez eu au mois de novembre une conférence pour les plus fidèles de M. Jean-Georges Malcor, CGG Veritas, la recherche de ressources hydrocarbures par des traitements géosismiques qui provoquent des sons. Le requin est très sensible à ces sons-là. Le deuxième sens qui va prendre le relais, et c'est un sens qui est vraiment formidablement aigu chez le requin, c'est le nez, l'olfaction. Il a une capacité de repérer une densité, une concentration de sang dans l'eau tout à fait infinitésimale qui lui permet pratiquement à 100 ou 200 mètres d'une proie blessée de ressentir son sang. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que non seulement il va le sentir, mais il va être capable de faire fonctionner ses narines en stéréo et de savoir d'où vient la concentration maximale, donc de foncer directement pour se rapprocher de la proie. Cette capacité de faire fonctionner ses narines en stéréo est vraiment extraordinaire. Troisième et quatrième sens, des sens que nous, êtres humains, nous ne connaissons pas.
donc je vais avoir du mal à vous expliquer vraiment, mais c'est les lignes latérales ou les cryptes sensorielles. Donc vous voyez cette... Vous voyez cette ligne, toute une série de cellules qui sont sur le flanc du requin, qui lui permettent en fait de ressentir les mouvements. Et à peu près à cette distance, donc de l'ordre de 100 à 200 mètres, le requin va ressentir dans son corps les mouvements. Lorsque un poisson est blessé, ou par exemple qu'un chasseur sous-marin va tirer un poisson et le poisson va se débattre, le requin à 100 ou 200 mètres va le ressentir. Et bien entendu, il va rechercher. Ensuite, à 15-20 mètres, ça dépend de la turbidité de l'eau, la vision vient prendre le relais. Ce n'est pas un sens très pointu chez le requin. Il ne s'en sert pas beaucoup. Quand il attaque, il révulse ses yeux. Souvent, il arrête de s'en servir. Il n'est pas très bon au niveau de la vision. Puis, à proximité quasiment immédiate, 5 à 10 cm, là encore un sens tout à fait extraordinaire, les ampoules de Lorenzini. C'est toute une cellule sur la gueule du requin qui arrive à détecter les champs électromagnétiques. Et en fait, à cette distance-là, il ressent et il est capable de sentir, par exemple, dans le sable, un animal qui provoque par ses mouvements des champs électromagnétiques. Et ensuite, le requin a une capacité de toucher. Et en général, d'ailleurs, quand il sent, par exemple, la combinaison néoprène d'un plongeur, il n'aime pas trop. Et il risque de blesser, mais il ne va pas forcément s'acharner. Et ensuite, le requin est un gourmet. Et il ressent dans sa bouche, on a eu du mal à les interroger, mais le requin sait quel type de chair lui plaît particulièrement. Il aime bien les otaries ou les tortues, par exemple, ça c'est évident. Et même s'il blesse ou tue des hommes quelquefois, il est aussi évident qu'il ne raffole pas de la chair humaine et que bien souvent il blesse, mais il ne croque pas, il n'absorbe pas l'être humain. Alors vous voyez donc, ce n'est pas les 5 sens du requin, on en a au moins 8, dont certains qu'on a beaucoup de mal à imaginer, parce que comment imaginer des cellules sur son flanc qui captent les mouvements dans l'eau, on a du mal, mais c'est bien ce que fait le requin. Alors, les dents de la mer, ces fameuses dents de la mer. Je voulais quand même vous montrer ce requin blanc un peu effrayant. Il y a un requin, vous connaissez tous qu'il a des dents qui se renouvellent constamment. Certains requins ont jusqu'à 3000 dents dans la bouche. Quand elles commencent à être érodées, elles tombent. À l'aquarium de Monaco, on trouve assez régulièrement des dents de requin dans les bacs, et puis elles sont remplacées par de nouvelles dents particulièrement aiguisées. J'ai dans mon bureau une superbe dent de mégalodon, cet ancêtre du requin blanc, une dent fossilisée qui doit faire 16-17 cm de grandeur. Autre particularité, la mâchoire du requin n'est pas fixée à l'os, en fait, n'est pas fixée au crâne. Elle est reliée au crâne par des tendons, par des muscles extrêmement puissants, ce qui lui permet de faire sortir sa mâchoire. D'où, pendant longtemps, on a dit, tiens, la gueule du requin, elle est quand même bizarrement placée en dessous de son musée, ça doit un peu le gêner. Pourquoi il n'a pas une gueule qui attrape tout ce qui passe à l'avant? Justement parce qu'il a la possibilité de faire sortir sa gueule et d'absorber. Je vous montrerai une photo amusante des animaux extrêmement gros et tout cru, tout entier. Alors, autre réputation, le requin des chasseurs insatiables. Et notamment, les requins que je vous ai montrés tout à l'heure, les fameux requins pélagiques qui nagent en pleine eau, ils nagent constamment. C'est vrai qu'un requin ne dort jamais, ou alors il ne dort qu'à moitié, que d'une moitié de cerveau, au sens propre du terme, et il est toujours en train de nager. On a tendance à dire qu'il nage pour chasser. C'est absolument faux.
un requin mange peu fréquemment. Il mange tous les 2 ou 3 jours, bien sûr ça dépend, il y a plus de 500 espèces de requins, donc je ne veux pas faire de généralité, mais souvent un requin n'a besoin de manger que les 2 ou 3 jours. Mais il nage tout le temps, parce que s'il ne nage pas, il n'arrive pas à faire passer l'eau dans ses branchies, et donc il ne s'oxygène pas. La plupart des poissons ont la capacité, par des mouvements de leur bouche, de faire circuler l'eau sur les branchies. Les requins benthiques ont cette possibilité, ceux qui vivent au fond de l'eau, mais les pélagiques la plupart des pélagiques n'ont pas cette possibilité. Ils doivent constamment nager pour survivre. Un requin n'aime pas être arrêté. Si vous êtes dans l'eau et que vous arrêtez un requin, il ne va pas aimer parce que c'est un sentiment d'étouffement extrêmement fort pour lui. L'autre photo vous prouve en quelque sorte ça. Souvent, les requins sont accompagnés de myriades de poissons. Et ces poissons-là ne risquent rien parce que le requin, il va manger quand il a faim. Il va souvent attaquer un animal qui est plutôt malade, qui est en dehors du groupe des poissons, et ne va pas attaquer ces poissons parmi lesquels il nage. Alors, sauf dans des cas de food frenzy, où ils deviennent fous. Vous avez certainement vu de superbes images où une bande de requins attaque un ensemble de sardines, et à ce moment-là, ils deviennent fous. Ils mordent tout ce qui passe. Bon, les requins ne sont pas tous des pélagiques, et vous voyez ici un requin tapi. Alors, comme son nom l'indique, il reste tapi au fond de l'eau, vous ne le voyez pas trop, et puis il attend que sa proie passe à proximité. Et sa proie, quelquefois, ça peut être un très gros poisson, et vous avez un petit requin qui est passé pas très loin de ce requin tapi et qui a été, avec le même dispositif de mâchoire qui peut s'ouvrir et se déconnecter de la boîte crânienne, il est en train d'avaler son requin, de le gober en quelque sorte. Une image assez impressionnante. Alors, les requins n'attaquent pas tous et ne chassent pas tous pour se manger, en tout cas pas comme on l'entend. Vous avez le plus gros d'entre eux, le fameux requin-baleine, qui peut aller jusqu'à 20 mètres de long. Vous aurez une conférence sur le mystère des requins-baleines au mois de septembre, absolument, je ne suis pas sûr du septembre, on verra tout à l'heure. Je vous conseille, il y aura un superbe film qui sera montré. Bon, le requin-baleine, il mange du plancton, comme la baleine. Il n'attaque pas, il mange du plancton, mais il en mange beaucoup, je peux vous le dire. Alors, voilà, on a fini en quelque sorte la première partie de la présentation où je vous ai montré quelques caractéristiques des requins. Vous aurez l'occasion, notamment avec un scientifique qui s'appelle Bernard Serré, d'aller beaucoup plus loin, si vous le souhaitez, dans la connaissance biologique des requins. Maintenant, je vais vous montrer, chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, que les requins ne sont pas si menaçants que ça. Alors, du fait, et j'ai une grande chance pour vous montrer ça, c'est que pour les requins, nous disposons de statistiques absolument remarquables. C'est très certainement l'animal qui est le mieux suivi au niveau des attaques et des décès. Là où on a des difficultés, c'est quand on veut comparer les attaques du requin avec les attaques d'autres animaux. Mais sinon, je peux vous dire exactement, depuis 1955, je crois, combien il y a eu d'attaques de requins, vers quel type d'individus, des baigneurs, des plongeurs, des surfeurs, par quel type de requins, et s'ils ont provoqué une attaque ou malheureusement la mort. Alors vous voyez, on ne va pas le nier, une augmentation du nombre d'attaques de requins. Souvent, c'est une question que posent les journalistes. Ah, il y a eu 3 décès malheureusement à La Réunion, mais c'est une augmentation extrêmement importante. Alors, il ne faut pas s'attacher à ça, mais oui, c'est vrai qu'il y a plus d'attaques et plus de décès. Alors, la question, les requins deviennent-ils plus méchants?
Ont-ils goûté à la chair de l'homme et l'ont-ils apprécié? C'est la question qui nous est posée. On va essayer d'y répondre. Donc vous voyez cette augmentation, nombre d'attaques de requins dans les années 90, donc dans la décennie 90, 50 attaques de requins en 10 ans. Alors, et il y a systématiquement moins, vous le voyez ici, en moyenne, il y a environ 5 décès humains au niveau des requins par an, en tout cas moins de 10. Sur cette petite diapositive, j'ai essayé de vous montrer d'autres animaux. Alors pour rester dans la mer, ce superbe petit coquillage que vous pouvez regarder, je ne vous conseille pas de le ramasser. Dans les eaux tropicales, il est en plus dans des eaux pas très profondes, c'est-à-dire qu'en snorkeling, à 2 ou 3 mètres de profondeur, vous les trouvez, vous les prenez, il s'agit de cônes, hein, vous les prenez, et à ce moment-là, il sort de cette extrémité un dard qui vous injecte un venin, qui a toutes les chances de vous laisser sur le tapis si vous ne pouvez pas vous faire soigner très rapidement. Les cônes provoquent une vingtaine de morts par an, donc à peu près 4 fois plus que les requins. Si on reste toujours dans l'eau, je saluerai Madame Jacqueline Goua, la grande spécialiste des méduses. Les méduses, et en particulier les cuboméduses, j'ai vécu en Australie et malheureusement les stingbox, des méduses qui ont une forme de boîte carrée, sont mortelles. La pélagia de la Méditerranée, elle n'est pas agréable hein, quand vous vous faites piquer, brûler par cette méduse, mais les cuboméduses sont, dans quelques cas, mortelles. Les statistiques sont très difficiles à obtenir, et même Madame Goua a du mal à donner des statistiques très précises là-dessus, mais on peut évaluer environ une 50aine de décès provoqués par les méduses par an. Alors si on sort de la mer, finalement on arrive à des animaux beaucoup plus dangereux. Bon, vous voyez ici, crocodile. Il n'est pas tout à fait sorti de la mer, hein, surtout que ça c'est le gros solti, celui qui vit dans les estuaires entre les rivières et la mer. Il provoque environ 2000 décès par an. J'aurais peut-être dû, mais je n'ai pas pu mettre sur ce transparent d'autres catégories. L'hippopotame, ce pachyderme placide, combien provoque-t-il de décès? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut deviner, monsieur? Non? Bon, allez, 200 décès par an provoqués par les hippopotames. Beaucoup plus petit, l'abeille. Combien de décès par an par les abeilles? Vous avez une idée? Ouais, c'est pas mal. J'ai entendu 500, alors je ne vais pas me disputer parce que moi j'ai 400, mais franchement je ne les ai pas tous comptés. Donc en tout cas, plusieurs centaines de décès par an par les abeilles. Les éléphants. Combien? 50. Ah non, ça c'est pas bon. Il y en a environ 600. Il y en a plus de 500 de décès provoqués par les éléphants. Et on arrive au crocodile 2000. Alors vous avez le crocodile 2000. Ensuite, dans les champions, les serpents. Est-ce qu'il y a un animal entre le crocodile et le serpent? Pardon? Le varan. Le varan de Komodo, je pense pas qu'il attaque autant. Il n'y en a pas beaucoup des varans dans le monde, donc je ne crois pas que ça soit... À mon avis, il est moins que le crocodile. J'ai pas le chiffre, mais c'est... Je me suis fait charger une fois par un varan qui n'était pas de Komodo, mais qui était du Sarawak, au large de Kuching, c'est sur l'île de Bornéo. C'est très impressionnant, un varan. Bon, je me suis mis derrière un arbre, il est passé à côté, mais c'est très, très, très impressionnant. Non, ça ressemble un peu au serpent. C'est le scorpion. Il y a entre 3000 et 5000 décès par an provoqués par des scorpions. Les serpents, on a du mal. Hein. Moi, quand j'ai recherché 100 000, je me suis dit, c'est pas possible, 100 000 décès par an par les serpents, mais oui, il y a 100 000 décès par an par les serpents. Et puis, bon, le super champion de tous les prédateurs, enfin non,
prédateur est un... Mais des dangers, des animaux dangereux, c'est le moustique. 800 000 morts. Vous avez deviné pourquoi ? Le paludisme, la malaria. Donc, effectivement, malheureusement, il y a encore un peu moins d'1 million de décès par an, 800 000, liés à la malaria et à la transmission par les moustiques. Alors, ça, c'était un peu le transparent sur les dangers des animaux. Bah, nos gentils, j'ai pas parlé des chiens, tiens, nos gentils toutous, ils en croquent quand même quelques centaines par an, hein, les gentils toutous. Donc tout ça, c'est chaque fois beaucoup plus important que les requins. Alors quand je dis beaucoup plus important que le requin, j'ai envie d'engueuler M. Dufourneau qui a préparé, parce que c'est faux. Les requins ne provoquent pas 10 décès par an. Combien ils en provoquent en vérité ? Combien ? 5. Ah, il y a quelqu'un qui écoute bien. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien écouté le président Petit ? Il vous a donné des éléments de réponse dans son introduction. Ils en provoquent 1000 fois plus. Il y a au moins 10 000 décès par an provoqués par les requins. Pourquoi ? Exactement. Ah, président, on vous a écouté. J'espérais bien être le seul à connaître la réponse, mais vous l'avez donnée. Donc, la ciguatera. La ciguatera, on n'en a pas dans nos contrées septentrionales, mais par contre, sur les tropiques, dans les récifs coralliens, c'est une toxine qui se développe sur une petite algue qui pousse sur les récifs coralliens. Cette petite algue, elle est mangée. Si vous en prenez une touffe et que vous la mangez, la concentration de toxines dans cette algue, elle ne va rien vous faire. Cette algue, elle est mangée par des poissons herbivores qui mangent des algues. Et ils en mangent toujours. Et progressivement, cette toxine, elle va se concentrer dans les poissons herbivores. Donc, la concentration va être plus importante. Et les poissons herbivores, ils vont être mangés par les poissons carnivores. Et la concentration de toxines va être encore plus importante. Et puis ces poissons carnivores, ils vont être mangés, et quelquefois, il y a encore 2 ou 3 étages comme ça, par ces méta-prédateurs, ces super-prédateurs que sont les requins. Donc, un message que je veux vous indiquer, ne mangez pas de requins. Pas pour ce que je vous ai expliqué ce soir, qui sont fragiles et qui sont utiles. Bah, si, je sais que si vous êtes là, c'est que vous faites attention à l'environnement, mais ne mangez pas de requins parce que c'est bourré de polluants, c'est bourré de toxines. Et dans les ailerons de requins, on trouve notamment des concentrations de toxines ou de mercure qui sont beaucoup plus importantes que celles qui sont recommandées par l'OMS pour les aliments. Donc, c'est pas 10 décès par an. En fait, là encore, les statistiques sont quasiment inexistantes, mais on évalue à environ 50 000 décès par an liés à la ciguatera, donc la consommation de toxines. Je peux vous dire que, justement, je travaillais à Bornéo, je me suis non seulement fait, mais je travaillais avec des ouvriers, et un jour, ces ouvriers, il y en avait beaucoup, ont ramassé un requin qui s'était échoué à Kuching, dans la Sungai Kuap, qui est un grand estuaire. Ils l'ont mangé, et 2 d'entre eux sont morts de ciguatera, donc c'est une toxine qui, en gros, paralyse en quelques heures. C'est très rapide, et c'est un accident qu'on retrouve assez fréquemment sous les tropiques. Alors, j'ai voulu quand même vous montrer quelques autres causes de décès, et qui sont, les accidents de plongée. On a des grands amateurs de plongée. Bon, faites attention, 150 décès par an. Le nombre de licenciés PADI, Professional Association of Divers, et donc le certificat niveau 1 a été multiplié par 5 au cours des 15 dernières années. Mais 150 décès liés à la plongée. Rien qu'aux États-Unis, 40 personnes emportées par les baïnes, par les courants et décédées. On a des statistiques en France, 167 personnes décédées par noyade. En Australie,
Il y a beaucoup moins de personnes en Australie, 18 millions, comparé aux 65 millions de Français, mais ils se baignent beaucoup plus et les mers sont assez méchantes, 90 noyades. Voilà, mais ça c'est des... Alors je pourrais parler d'un risque qui est un peu équivalent au requin. On va se promener à la montagne et on est emporté par une avalanche. Il y a une part d'aléatoire là-dedans. Plus de 100 décès par an provoqués par les avalanches. Et les champions toutes catégories, 500 000 décès par an liés aux armes à feu. Bien entendu, vous n'avez pas pu ne pas savoir qu'il y avait plus de 10 000 homicides par arme à feu par an aux États-Unis, mais au total, 500 000 décès provoqués par les armes à feu, 1,2 million par les accidents de la route, et peut-être le plus scandaleux, 1,4 million d'enfants qui décèdent chaque année de diarrhée liée à la consommation d'eau non potable. Alors quand vous voyez ces chiffres, bien sûr, chaque décès provoqué par un requin, c'est une catastrophe. On ne peut qu'éprouver de la compassion face à ce malheur. Penser à la personne, penser à la famille, bien sûr. Et chaque cas particulier, c'est un être humain, ça n'a pas de valeur, ça ne se chiffre pas. Mais quand on voit qu'il y a 1,4 million de décès, peut-être que l'argent, il vaut mieux le mettre à essayer de traiter l'eau potable et d'apporter de l'eau potable aux populations et en particulier aux enfants des pays en voie de développement, plutôt que d'essayer de tuer les requins, de les éradiquer, de faire des campagnes pour les pêcher, soi-disant scientifiquement. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là, mais je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, par contre, ces attaques et ces décès par requin augmentent. Et là, on a par exemple des statistiques australiennes qui montrent que les attaques par requin qui étaient dans les années... prenons plutôt les années 50, on voit qu'il y avait une quarantaine d'attaques par requin, sont passées au début du XXIe siècle à plus de 100 attaques de requins. Alors pourquoi ça? Les requins se vengent-ils contre l'homme? On m'a dit ça. C'est pas tout à fait ça. Non, vous avez la réponse ici. La population australienne, qui augmente énormément, à la fois par croissance propre et aussi par migration, qui est pratiquement une population qui ne vit que sur le bord du littoral. Il n'y a personne en Australie au milieu, ou très peu de personnes statistiquement. Donc c'est des gens qui sont susceptibles de se baigner, de faire du surf. Ils aiment beaucoup ça. Et donc on voit qu'en fait, quand on divise le nombre d'attaques par le nombre de millions de personnes, c'est à peu près constant. Et on ne voit pas ce nombre d'attaques. Donc très clairement, oui, il y a plus d'attaques de requins. Les requins, il y a certainement des causes. On a vu quelquefois que les requins deviennent plus agressifs quand on leur enlève leur zone. Les requins viennent plus fréquemment chasser à proximité d'endroits où, par exemple, il y a eu des abattoirs. Bien sûr, ils sont attirés par le sang, par les entrailles des animaux qui sont quelquefois rejetés à la mer sans traitement. Les requins, bien sûr, ils sont aussi impactés par les changements climatiques, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de requins tropicaux fréquenter des eaux septentrionales. Donc il y a beaucoup de raisons, mais la plus simple, la plus claire et la plus évidente, c'est l'augmentation des personnes qui vont se baigner, qui vont en vacances sous les tropiques. Les tropiques, pourquoi les tropiques? Parce que c'est là où il y a beaucoup de requins et il y a aussi beaucoup de personnes qui vont se baigner là-dedans. Donc augmentation du nombre d'attaques. Il est clair qu'il faut faire attention. Alors, requins, j'ai essayé de vous le montrer, pas si menaçants, mais des requins qui sont exploités et qui sont menacés. Alors certaines personnes, quand ils voient les requins attaquants, disent « un bon requin, c'est un requin mort ». Il y en a d'autres qui disent aussi « tout est bon dans le requin ». Et on va vous montrer, alors le fameux galucha.
on s'est aperçu que la peau de requin, c'était assez extraordinaire, avec ces petits, c'est pas des écailles, hein, c'est des petits, comment on dit, qui est très particulière quand on la ponce et quand on la traite, on a ce galuchat, et qui a été très prisé dans le siècle précédent notamment. On utilisait aussi de la peau de requin comme toile émeurie, parce qu'elle est extrêmement... elle gratte, et ces petites écailles peuvent blesser notamment. Alors sinon, bien entendu, cet animal fascinant, on lui a prêté toutes sortes de vertus, et en particulier à différents systèmes. Alors la tête, ça n'existe plus tellement, mais il y a un siècle de cela, les gens mangeaient de la cervelle de requin. Ils pensaient que ça donnait virilité, bonne santé, etc. Aujourd'hui, c'est le foie. Et en particulier, pas de chance pour les requins des profondeurs, le foie des requins des profondeurs. Alors on fabrique du complexe huile de foie de requin, des petits granulés qui sont supposés être des compléments alimentaires qui apportent bonne santé. Rien n'a jamais été prouvé, si ce n'est que le requin est un animal fascinant et qu'en mangeant une partie de ce requin, on pense récupérer une partie de sa santé. Plus concrètement, le foie de requin est aussi utilisé pour fabriquer du squalane, qui est un produit qu'on trouve souvent dans les crèmes hydratantes et qui permet l'absorption de ces crèmes par la peau. Alors, et puis, le président Petit l'a signalé, les ailerons de l'horreur. Alors, ça n'existe pas tellement dans les sociétés occidentales, mais en Chine, c'est une pratique qui est très ancienne. Je crois que ça a commencé dans la dynastie des Sun, mais ça s'est développé vraiment au niveau du XVIIe siècle, dans la dynastie des Ming, où l'empereur servait des ailerons de requin, de la soupe d'ailerons de requin. Alors l'histoire est... Quand les pêcheurs chinois allaient voyager dans d'autres pays, vous voyez que les pêcheurs, en fait, ne gardaient pas les ailerons. C'est immangeable, un aileron de requin. C'est cartilagineux, c'est dur, c'est amer. Et ils ont progressivement inventé un long process coûteux de faire sécher, de faire tremper dans de l'eau avec du gingembre pour donner un peu de goût, puis de refaire sécher, d'enlever la peau, de découper en fines cartilages pour faire cette soupe qui était très compliquée. Donc effectivement, dans l'ancien temps, c'était un mets qui était utilisé dans la classe prestigieuse en Chine. Mais il y avait quelques centaines, voire milliers de personnes qui pouvaient se permettre ça. Et du temps de Mao, tous les symboles du luxe ont été interdits, et donc la soupe d'aileron de requin a été interdite. Et donc, quand il y a eu une ouverture du régime communiste, je pense que ça s'est passé sous Deng Xiaoping, où on a pu recommencer, c'est vraiment devenu un symbole du luxe. Aujourd'hui, on ne peut pas, ou plus exactement, 9 mariages sur 10 en Chine, on sert de la soupe d'aileron de requin. Alors, ça en arrive tellement que, bien entendu, tous les requins autour d'Hong Kong, ils ont été rapidement éradiqués, et qu'aujourd'hui, finalement, une bonne partie des flottes, et en particulier, je pourrais citer le Costa Rica, mais aussi plus près de nous, les pêcheurs espagnols ou néerlandais, pêchent des requins pour le marché, pour les ailerons et pour le marché chinois. Alors on va revenir un peu plus en détail. Vous voyez, avec cette pratique que le président a signalée, qu'on appelle le finning, c'est-à-dire couper les ailerons, attraper un requin, lui couper ses ailerons, que vous voyez sécher sur la ligne avec les hameçons, et le rejeter à l'eau agonisant. Il y a de superbes images dans le film Océan notamment. Vous allez avoir François Sarano qui va venir faire une conférence quand je parle du film Océan. Voilà. Résultat, chaque année, plus de 50 millions de requins sont tués. Alors,
Là, il y a des discussions, quelques-uns disent 70, d'autres 90, d'autres 100. Bon, moi, je suis à peu près sûr de moi. Je vous dis plus de 50 millions parce qu'on ne tient pas la statistique des requins tués par l'homme. Mais pendant que je vous parle, ça fait maintenant un petit peu moins d'une heure, mais il y a eu 5704 requins qui ont été tués. Toutes les heures, 5700 requins tués. Bon, je crois qu'il faut arrêter ça. D'autant plus que les requins, si ce sont des super prédateurs, pendant 400 millions d'années, moins 100 ans, n'ont craint personne. Et comme ils ne craignaient personne, ils s'autorégulaient eux-mêmes. Si les requins s'étaient reproduits comme des sardines, il y aurait eu plein de requins qui auraient asséché la biodiversité dans les océans et progressivement, dans une lente évolution, en fait, les requins n'ont pas besoin de se reproduire de façon forte et régulière. Et en fait, ils pondent, enfin quand je dis ils pondent, on a tout type de requins. Hein. On a effectivement des requins ovipares, la roussette pond des œufs. On a des requins vivipares, le bulldog donne des petits requins qui vivent, où une bonne partie d'entre eux sont ovivipares. C'est-à-dire qu'ils ont des œufs qu'ils gardent dans le ventre et l'œuf en fait éclot dans le ventre de la maman et le requin naît. Mais il ne procrée qu'un petit nombre de requins et ce petit requin, il va mettre de nombreuses années à devenir sexuellement mature. Un requin blanc, ça met 10 ans à devenir sexuellement mature. Et donc, la régulation de la pêche, par exemple, par les quotas, quand on s'aperçoit qu'il y a moins de sardines, on diminue les quotas et au bout de 2 ou 3 ans, les populations quand même arrivent à redémarrer si on n'a pas atteint un niveau quasiment d'extinction. Pour les requins, ce n'est pas vrai. Ça mettra beaucoup, beaucoup plus de temps si on arrive à protéger les requins. Donc c'est des animaux qui sont fragiles parce qu'en fait, ils n'ont jamais connu de prédateurs. Sauf depuis, effectivement, une centaine d'années avec ce métaprédateur qu'est l'homme. Alors, pourquoi se préoccuper des requins ? Ben parce que les requins sont indispensables aux écosystèmes. On le voit dans les systèmes coralliens, ces animaux sont indispensables. Alors pourquoi ? Je vais essayer de vous l'expliquer. En vous donnant par exemple un exemple. Côte nord-est des États-Unis, aux environs de la baie de Chesapeake. Depuis une centaine d'années, il y avait une grande industrie de l'ostréiculture en quelque sorte. Les gens pêchaient des pétoncles. Et il y avait un bon nombre de pétoncles qui étaient pêchés régulièrement, mais qui arrivaient à se reproduire. Puis, les pêcheurs, il y avait quelques requins, il y avait quelques raies. Les pêcheurs ont décimé, il y a une trentaine d'années, les requins. Résultat, les raies se sont multipliées. Et effectivement, lorsque vous laissez des raies tranquilles, les raies ne sont pas comme les requins. Elles procréent énormément. Donc on arrive très rapidement à des essaims de raies qui se sont régalés avec les pétoncles et on arrive à une situation où l'industrie de la pétoncle sur la côte nord-est des États-Unis, l'Atlantique nord-ouest, côte nord-est des États-Unis, a été complètement décimée pendant de très nombreuses années. Dans tout le monde, on a des exemples de cette nature. Alors je pourrais vous en citer des. En Nouvelle-Zélande, il y a une pêche à la langouste qui marche bien, elles sont excellentes, il y en avait beaucoup. Et il y avait un équilibre entre les requins, un poisson qui ressemble un peu à notre mérou méditerranéen, les poulpes et les langoustes. On a pêché les requins. Les populations de requins ont diminué. Qu'est-ce qui se passe ? Les populations de poissons qui étaient mangées par les requins, un peu du type mérou, se sont multipliées. Résultat, qu'est-ce qui est devenu au niveau des poulpes ? Alors,
ces poissons, en fait, ont mangé... attendez, comment ça se passe? C'est compliqué parce qu'on sait... Les poissons ont mangé les poissons qui mangeaient les poulpes, en fait, et les poulpes se sont multipliées. Et les poulpes ont mangé les langoustes. Résultat, les langoustes ont quasiment diminué. Autre exemple, Afrique du Sud, Jaws, les requins blancs. Il y a eu un dispositif où, pendant longtemps, les requins ont été chassés, quelquefois pour le plaisir. Résultat, les otaries, dont se régalent les requins, se sont multipliés, et les otaries ont mangé les maquereaux qui étaient pêchés par l'industrie de la pêche. On voit toute une série de conséquences, c'est quelquefois difficile. Dans d'autres endroits, les requins se nourrissent beaucoup de tortues. Ils adorent les tortues. Alors vous me dites, si les requins disparaissent, les tortues vont augmenter. Faux. En l'occurrence, les requins, ils mangent plutôt les tortues malades, qui nagent pas très vite, qui ne savent pas se protéger. Et quand on arrête de manger les malades, les virus se développent et des épidémies de virus ont décimé des populations de tortues. Donc on a des systèmes, en fait, qui sont là, cette fameuse chaîne trophique des océans, qui est beaucoup plus complexe que les chaînes alimentaires sur Terre. Et en fait, la chaîne alimentaire sur Terre, elle est presque gouvernée par le bas, par la croissance des céréales, des végétaux, alors que dans les océans, elle est gouvernée par le haut, par les métaprédateurs. Et si les métaprédateurs diminuent, à ce moment-là, avec des conséquences en cascade, toute la chaîne est dérangée. Et on le voit ici avec une diminution, en fait, dans le passé, un grand nombre d'espèces. Aujourd'hui, à cause de la pêche, beaucoup moins d'espèces. Et demain, alors là encore, la recherche scientifique n'a pas encore assez étudié ces choses-là. Il faut étudier ces scénarios de la biodiversité. J'espère que l'IPBES, l'équivalent pour la biodiversité du GIEC qui a été créé l'an dernier, va étudier ça. Que se passe-t-il si les requins disparaissent? Des océans qui ont beaucoup moins de biodiversité, avec vraisemblablement une multiplication des méduses et une multiplication des algues. Un petit schéma simple, ce n'est pas vraiment sur les requins, mais je ne résiste pas au plaisir de vous expliquer quelque chose. Vous avez tous certainement entendu parler du peak oil, le moment où l'homme ne sera plus capable de récolter suffisamment de pétrole. Alors, il y a 20 ans, on disait que le peak oil était dans 10 ans. Il y a 10 ans, on disait qu'il était dans 10 ans. Aujourd'hui, on dit qu'il est dans 10 ans. Et on trouve toujours de plus en plus de réserves d'hydrocarbures, en particulier en ce moment les gaz de schiste, ce qui fait que ce peak oil, il est constamment repoussé. Mais si le peak oil, il est repoussé, le peak fish, lui, il a été atteint en 1996. Alors le peak fish, c'est le moment qui est représenté par cette courbe en bleu où l'homme n'a pas été capable, donc en 96 à peu près, de récolter plus de poissons dans les océans, plus de poissons sauvages. Cette courbe ne tient pas compte de l'aquaculture, bien sûr. Et malgré un effort de pêche qui augmente, les poissons se font plus rares dans les océans et l'homme est en fait capable de pêcher moins de poissons. On le voit ici, une augmentation de la pêche qui est passée de 20 millions de poissons pêchés par an dans les années 50 à près de 90 dans les années 90, avec un effort de pêche qui en fait est plus industriel, avec des bateaux plus grands qui vont pêcher plus loin, des systèmes beaucoup plus efficaces, donc qui arrivent à pêcher plus, mais à partir des années 90, malgré un effort de pêche accru et qui augmente, notamment grâce aux subventions et autres, nous avons un niveau de pêche des poissons qui diminue. C'est une stupidité, bien entendu. On est en train de ravager les océans et les premiers poissons qui disparaissent sont les requins. On voit ici une soupe de méduses
dans les filets. Donc ce raisonnement, il n'est pas que théorique. Il a existé, c'est notamment là en mer Noire où ce type de grande méduse, à un moment, s'est développé de façon extrêmement importante. Alors, sans les requins, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que c'est tout l'équilibre des océans qui est menacé. Mais je ne voudrais pas terminer ça sans quelques lueurs d'espoir, avec d'autres types d'activités économiques, notamment d'aller nager avec les requins. Bon, je vous conseille d'aller plutôt nager avec les requins-baleines qu'avec les grands requins blancs, c'est quand même plus facile. Même si le mois prochain, vous allez accueillir Pierre Frolat, je crois que c'est le 11 ou février, qui lui nage avec les tigres, avec les bulldogs et avec les blancs, mais essayez d'abord la baleine, ça sera plus sympathique. Des pays de plus en plus se rendent compte qu'un requin vivant, ça vaut beaucoup plus qu'un requin mort, notamment pour le tourisme. Et là, je signe avec le président des Palau, Johnson Turiabong, un coin, un Shark Corner au musée océanographique. Et Johnson Turiabong s'est rendu compte en 2009 que son ministre des Finances lui proposait de signer avec la pêche japonaise des permis pour pêcher les requins des Palau. Et ça lui rapportait 2-3 millions par an. Mais il s'est dit, si je laisse exterminer les requins, je vais perdre mon industrie touristique, notamment les Palau, c'est un des paradis des plongeurs. Et il a protégé l'ensemble de la zone d'exclusivité économique des Palau, plus de 600 000 km², plus grand que la France. Alors, c'est un sanctuaire pour les requins, ce n'est pas assez protégé, on y verra tout à l'heure, mais ce sont de très bonnes initiatives. Il y a 18 mois à peu près, la Micronésie, qui rassemble un certain nombre d'États du Pacifique, a rejoint avec plus de 6 millions de kilomètres carrés qui ont été protégés. Alors, je voudrais rendre un petit hommage, on le fait rarement, à la commissaire européenne, à la Commission européenne, et en particulier à la commissaire européenne à la pêche, Madame Maria Damanaki, qui se bat courageusement pour la protection des océans et notamment pour la protection des requins. C'est un des combats de Shark Alliance qui était d'interdire le finning en Europe et par les bateaux européens. Alors cette interdiction existait déjà depuis 2003, mais avec de nombreuses possibilités de dérogation qui faisaient que les chalutiers espagnols notamment se régalaient beaucoup. Il y a eu un vote au mois de décembre du Parlement européen qui a carrément interdit le finning sans exception et nous espérons que ce vote va être ratifié par le Conseil des ministres. Si tout se passe bien, on devrait célébrer ça avec vous, si vous le voulez bien, lors de notre conférence du mois de février. Donc, merci à Maria Damanaki. Vous voyez les différents pays que je citais tout à l'heure qui exportent des ailerons de requin vers la Chine. Bon, je vais passer un peu rapidement parce que j'ai pris beaucoup de temps et je voudrais quand même qu'il y ait quelques questions. Donc, je me répète, mais merci d'être restés. Le message, c'est le même qu'au début. Ils ne sont pas si menaçants, ils sont menacés et pourtant, ils sont utiles, voire indispensables aux océans. Alors, un petit film pour nous réconcilier avec les requins. On voit ici Pierre Frolat nager avec son caméraman Fred Buil, un beau tigre. Et vous voyez une relation apaisée entre l'homme et le requin. Ça, c'est un peu plus difficile à faire qu'avec le requin-baleine quand même. Ne t'accroche pas. Bon, Pierrot est quand même champion du monde d'apnée, hein. Il a été 4 fois. C'est pas donné à tout le monde. Pour les dames, c'est aussi un beau garçon. Vous pouvez revenir le mois prochain. Voilà. Donc 2013, ça sera l'année des requins.
à l'Institut océanographique par différentes actions. Je vais prendre encore 5 minutes de votre temps pour vous les présenter. À partir du printemps, en tout cas on sera prêt pour l'été, si vous venez nous voir à Monaco, vous verrez une superbe exposition sur les requins. Alors il y en a pas mal des expositions sur les requins, moi je les ai quasiment toutes faites parce que je suis passionné par ça. J'ai souvent quand même été déçu parce que je n'ai pas souvent trouvé beaucoup plus que ce que je peux trouver sur Internet, de belles photos, de belles explications. Et ce qu'on essaye de faire au musée océanographique, c'est de vous fournir des choses que vous ne pouvez pas trouver sur Internet. Et notamment, on vous demande de travailler, on vous demande d'agir et on vous demande de ressentir. On joue notamment sur vos émotions, sur votre travail. Vous aurez des jeux où il va falloir vous mettre dans la peau d'un requin pour échapper aux différents pièges. Mais on va vous permettre de voir des requins dans notre grand bac aux requins, des requins pointe noire, des requins nourrices, des requins gris. On est en train d'augmenter la population de nos requins progressivement dans notre bac. Et puis, je crois que l'attraction phare, c'est en train d'être fabriqué au Japon. Ça sera une première mondiale. C'est un bassin caresse pour les requins. Pour aller au-delà de cette crainte du requin, on va vous proposer de vous retrousser les manches et de les plonger dans le bac aux requins pour les caresser. Donc on est en train d'acclimater et d'habituer un peu un certain nombre de requins, notamment des requins pyjama, à accepter la caresse, voire à venir la chercher. Et vous aurez cette possibilité au musée océanographique. Donc l'exposition va rester pas mal de temps. Donc même si vous revenez en fin 2013, ça sera bon aussi. Alors, je suis en train, avec mes collaborateurs, d'écrire un livre. Là, vous voyez, c'est une collection de découvertes et de vulgarisation. Nous avons fait un livre sur la Méditerranée, petite fascicule sur les méduses. Je peux dire qu'on travaille avec Madame Goua sur un autre livre sur les méduses. L'an dernier, on a sorti ce livre sur les grands fonds, Voyage dans un monde inconnu. Et là, nous travaillons donc sur ce livre, Requin au-delà du malentendu. Mais ne l'achetez pas, parce qu'en gros, vous trouverez la même chose que ce que je vous ai dit ce soir. Bon, ça sera un peu plus détaillé. Alors, je citais tout à l'heure nos grands partenaires, la Shark Alliance qui s'est mobilisée contre le finning, et toutes ces personnalités et bien d'autres. J'apparais ici, un peu penaud devant le bac aux requins du musée océanographique pour témoigner pour la protection des requins, de même qu'un grand nombre de parlementaires, d'hommes politiques qui se sont engagés avec nous pour la protection des requins. Merci à Shark Alliance. Poursuivre l'action avec la Fondation Prince Albert II, Conservation International, qui s'implique dans la réalisation d'une aire marine protégée. On a parlé tout à l'heure au Palau, Helen Reef, le récif Helen. L'Institut océanographique va également les rejoindre pour aider les Palau justement à mettre en œuvre cette aire marine protégée. Nous allons travailler avec des scientifiques, un atelier international, justement pour travailler sur les scénarios de la biodiversité. Que se passerait-il? Quelles seraient les conséquences économiques d'une disparition des requins? Si vous passez sur Monaco au mois de juillet et août, venez nous rejoindre le mercredi soir. C'est toujours le mercredi soir, le jour des enfants, on aime bien. Où vous aurez la possibilité de passer un moment merveilleux à visiter le musée en nocturne. En général, on fait venir 1 ou 2 musiciens qui mettent une ambiance absolument extraordinaire. Vous pourrez aller sur la terrasse, boire un petit coup, fumer, parce que sur la terrasse, c'est possible, et puis peut-être voir les feux d'artifice de Monaco, mais vous pourrez aussi assister à des conférences comme celle de l'Institut océanographique. Donc les conférences de l'Institut océanographique, un petit teaser, un petit exciteur pour vous donner envie de revenir. Donc Pierre Frola, recordman du monde d'apnée, qui sera là le mercredi 13 février avec Shark Alliance notamment.
Le 10 avril, nous aurons François Sarano, le conseiller scientifique et le caméraman du film Océan, fondateur de l'association Longitude 181. Des images absolument formidables qu'il vous montrera. Au mois de juin, Bernard Serré, ceux qui s'intéressent un peu à la science et aux requins aujourd'hui le connaissent, c'est le pape, le requinologue français. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'il se passionne pour les requins, donc vous aurez là un biologiste absolument formidable qui viendra vous donner des éléments très précis. Le 11 septembre, je vous l'avais mentionné tout à l'heure, le film « Le mystère des requins-baleines » qui sera présenté ici et qui sera commenté par René Euzet, Alexis Rosenfeld et Michel Velli. Ensuite, le 9 octobre, parce qu'il faut en parler, on va inviter Édouard Lebar de MSC, Marine Stewardship Council, qui est un institut qui labellise la pêche durable, de manière à essayer de consommer des requins. Il ne faut pas se priver de cette ressource de protéines, mais à le faire de façon durable. Et qui sera aidé, on fait rentrer le loup dans le lieu, mais c'est bien, par Auchan, Jacques Le Cardinal, responsable des produits de la mer, qui va nous expliquer comment Auchan propose des produits de la mer, mais essaye de faire de façon durable. Le 13 novembre, alors une conférence superbe, un débat entre Nicole Oceda, qui est la présidence de Shark Alliance en France, et Yann Perras. Yann Perras est un rescapé d'une attaque. Et je crois qu'il allait avec sa famille au Venezuela. Il était sur sa planche de surf, il laissait traîner son pied et tout d'un coup, il a senti son pied aspiré par un requin. Il a perdu son pied et la moitié de son mollet. Aujourd'hui, il arrive, il est appareillé, il fait du sport, mais progressivement, il a compris et il s'est impliqué dans la protection des requins. C'est un truc vraiment, je pense que ce sera extrêmement intéressant. Dernière conférence de l'année, requins et tourisme durable, où on verra ces nouvelles utilisations des requins avec Patrice Petit-Devoise, président de la commission environnement et biologie, et Osman Hersen, le directeur de Blue Lagoon. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre longue attention et à vous proposer d'échanger et d'avoir un dialogue et de répondre à vos questions si vous en avez.